réunir 3 chefs d'entreprise, donc Alexandre, Anthony et Jérôme. Nous sommes dans une période où effectivement le confinement et la crise sanitaire ont bouleversé l'innovation dans beaucoup d'entreprises. Et je pense que cette tendance pourrait bien se confirmer dans les prochains mois. On se souvient tous, il y a quelques mois, de l'image du masque de plongée Décathlon qui s'est transformé en équipement de protection pour les soignants. Alors, moi, la question qu'on peut se poser, je trouve, c'est que peuvent nous réserver nos entreprises? Et sans plus attendre, je propose à Michel d'animer ce temps d'échange avec Alexandre, Anthony et Jérôme. Michel, est-ce que tu es avec nous? Mais j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Bon, si les conditions techniques sont toutes réunies, ce qu'on peut dire, avant d'aller un petit peu plus loin, c'est que le chat sera à disposition s'il y avait des réactions et on essaiera de gérer ces réactions-là du mieux que nous pourrons. Et puis, Thierry, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'après ces 3 témoignages d'entrepreneurs, vous m'accordiez un petit moment pour que vous me fassiez part de vos réactions, de votre avis par rapport à ce que l'on va entendre, comme vous l'avez dit, avec ces 3 entrepreneurs. Si vous êtes d'accord en fin de témoignage. Avec plaisir. Impeccable. Je vous remercie. Allez, on prend quelques minutes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça a été signalé, c'est vrai que dans cette période particulièrement difficile, 3 entrepreneurs ont témoigné et nous faire partager la vie de leurs entreprises pendant cette crise sanitaire. Point important, les 3 entreprises relèvent de secteurs très, très différents. Et les questions qu'on peut se poser, nous, qu'on a commencé à entendre d'ailleurs dans les différents propos lors de cette Assemblée générale, c'est la part d'innovation dans ces entreprises qui ont subi ces difficultés. Est-ce que c'est une piste, j'ai entendu le terme aussi, est-ce que c'est une piste de sortie, un facteur clé? Eh bien, on va voir ça au travers des témoignages. Autre point, quelle est la part de l'écosystème dans la réussite de leur démarche ou dans les démarches tout court qu'ils ont pu entreprendre? Donc, 3 entrepreneurs. Anthony Aki, Notre Solution, Jérôme Marguet, Uméa et Alexandre Bureau, Super Cargo. Alexandre, si vous voulez bien, je vais démarrer par vous. Est-ce que vous m'entendez, Alexandre? Bonjour. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Alors, est-ce que ça vous ennuie? Bon, j'ai une question que j'ai à tout prix envie de vous poser, Alexandre, parce qu'effectivement, vous démarrez votre activité. Je vais vous la poser, mais sans vous demander d'y répondre. Je me dis, moi, lancer une activité aujourd'hui, est-ce que c'est bien raisonnable? Alors, on se réservera la réponse à cette question à la fin de votre témoignage, si vous le voulez bien. Ça marche, merci. Vous nous dites un mot, Alexandre, sur le projet qui est le vôtre, et puis comment est venue cette idée? Comment on en est arrivé à mettre en place ce projet? Et puis après, on verra son déploiement, notamment pendant cette période de confinement. D'accord, pas de souci. Donc Super Cargo est une start-up qui se donne comme mission d'aider le plus grand nombre à travailler à proximité de chez soi, en maillant finement le territoire en solutions d'espaces de travail de proximité. Et on réalise ces espaces en recyclant des conteneurs maritimes et en les aménageant, c'est-à-dire en créant des solutions clés en main mises à disposition pour les collectivités ou les entreprises pour augmenter leur surface immobilière et donc d'apporter des services de proximité. Ce projet, c'est un constat personnel, Alexandre? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'avant de me lancer dans cette aventure, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le secteur du numérique. Et avant ça, j'avais fait le choix de vivre en dehors de Nantes. Et j'ai donc été largement impacté par les problématiques de mobilité pendulaire, c'est-à-dire le temps incroyable que j'ai pu passer dans les transports pour faire mes trajets domicile-travail, travail-domicile. Et donc, ça m'a laissé beaucoup de temps à réfléchir finalement à des solutions pour travailler plus proche de chez moi. Donc, c'était avant cet épisode de télétravail, on va dire, massivement déployé. Et donc, je pense que voilà, ça a encore plus de sens aujourd'hui avec ces nouvelles réglementations qui sont en cours de discussion. Votre idée, comme vous le dites, prend tout son sens. On revient un peu sur l'idée de départ et en quoi elle a été modifiée par la suite? C'est-à-dire qu'au lancement de Super Cargo, le constat avait été que les espaces de coworking, les espaces de travail partagé étaient peu déployés en milieu périurbain et rural. Donc l'idée, c'était vraiment de créer des espaces de grande capacité avec un ensemble de solutions réalisées en conteneurs. Et puis, j'ai pu me rendre compte lors du premier confinement que ce projet allait prendre du retard, notamment parce que j'ai eu le droit au report des élections municipales. Et puis j'ai également eu le droit à un confinement qui a très grandement ralenti les discussions avec mes différents partenaires. Et donc dans cette
dans cette période un petit peu compliquée, j'ai essayé de réfléchir à d'autres solutions, peut-être un petit peu plus courtes, qui pourraient être intéressantes à déployer. Et c'est là que m'est venue l'idée du premier produit finalement qui va être développé par Supercargo, qui s'appelle Tiny Workplace, qui est une solution réalisée à base d'un seul conteneur et qui est vraiment une solution de proximité pour pouvoir travailler, organiser une réunion, recevoir un client dans des espaces, dans des petits espaces de réunion et petits bureaux individuels. Donc, le confinement arrive, comme vous le dites, des difficultés pour avoir des contacts et autres. On réadapte, c'est peut-être pas le bon terme, le projet. Et on reste toujours quand même sur le concept de base. Comme vous dites, des petites unités. Et comment ça se passe à partir de ce moment-là? Parce qu'il doit y avoir des questions, des choses sont mises en cause. Comment ça se passe? C'est l'écosystème qui va vous aider? Alors effectivement, bon, le confinement a ralenti certaines choses, mais a accéléré, on va dire, des prises de contact et puis des partenariats qui se sont révélés beaucoup plus forts parce que voilà, tout le monde avait envie aussi d'avancer et puis de proposer des solutions. Donc c'est vrai que j'ai pu bénéficier d'une aide assez incroyable des différentes personnes que j'ai pu rencontrer lors de ce confinement. Et puis, ça m'a permis ça m'a donné le temps finalement de concevoir aussi plus sereinement cette nouvelle proposition, on va dire, au sein de l'entreprise et de découvrir d'autres partenaires. Donc, c'était aussi l'occasion de proposer une solution qui allait être déployable plus rapidement que des espaces plus grands qui allaient nécessiter peut-être 12 mois de projet. Là, je suis sur des réalisations qui peuvent être, une fois la commande réalisée, disponibles sur 2 ou 3 mois, quoi. Donc, changement d'échelle. Tout à fait, c'est important. Donc, on pourrait dire un projet comme vous dites, qu'on change d'échelle et qui tout à coup prend totalement sa valeur. Vous parlez d'un ensemble de partenaires ou autres. On peut citer quelques exemples. On avait parlé d'RDI ou autre. Comment ça s'est passé? Quels sont les contacts? Alors, le premier contact, ça a été mon partenaire sur la partie achat et transformation de conteneurs, qui s'appelle Netbox Conteneurs, qui est un réseau national. J'ai également eu l'opportunité d'intégrer l'incubateur central Audencia ENSA en septembre pour m'accompagner dans ma démarche entrepreneuriale. Et dans le cadre de cette incubation, j'ai fait appel effectivement à un PL2I en tant que personne physique pour m'aider à finaliser la conception technique de cette Tiny Workplace. Et donc, c'est un accompagnement qui est en cours et c'est l'occasion aussi de tous vous remercier de m'avoir permis finalement de pouvoir accéder à cette aide qui m'est très précieuse aujourd'hui pour finaliser ce projet. Quand je vous écoute, ça semble assez facile de faire marcher cet écosystème, de passer de l'un à l'autre. C'est une réalité ou parce qu'on est en direct? Non, c'est pas si facile, effectivement. Je pense qu'il faut garder le moral, il faut garder la tête froide et puis faut aussi oser rencontrer les gens, faut oser prendre le temps d'échanger et puis voilà, il faut garder la corde, quoi, et puis faire en sorte que ça avance. Mais c'est bien le cas par rapport à ce que vous vivez. Comme vous le Oui, dites, oui. toutes les relations demandent un effort. Dans votre cas, vous dites, bon, mais il faut effectivement avancer, mais en rentrant par de bonnes portes, on voit que ça s'ouvre dans votre cas. Aujourd'hui, on est dans quelle démarche et dans quelle phase par rapport à ce projet? Alors, on est sur effectivement cette phase de fin de conception, donc grâce au PL2I. L'idée étant d'être dans une phase de prototypage et de mise à disposition d'une première unité d'ici le premier trimestre 2021. Donc là, la production devrait se lancer en début d'année, si tout se passe bien, puisqu'on a eu le droit à un deuxième confinement dans ma démarche de création. Mais là, on est également dans une phase de pré-commercialisation, on va dire. Donc, beaucoup d'échanges avec des collectivités ou des partenaires privés qui sont intéressés par le concept et pour accueillir les premières unités du projet. Donc, globalement, l'avancée de ce projet pour lequel vous avez été amené à revoir un peu, à innover encore en cours de parcours, vous créez ce projet, vous le sentez mieux, il vous plaît encore mieux que le premier, au-delà du fait qu'il a plus de chances de marcher. Il correspond mieux à ce que vous vouliez? J'ai envie de dire que c'est un petit peu les deux dans le sens où il correspond mieux parce que je pense que je vais pouvoir délivrer plus vite des solutions sur la base du concept initial et ça me permet effectivement d'envisager l'avenir peut-être plus sereinement. C'est vrai que le premier ressenti, ça a été je perds du temps dans le cadre des 2 confinements. Et puis finalement, ce temps n'était pas du tout perdu. Et au contraire, il m'a permis de faire évoluer le projet. Et je pense que voilà, ça va surtout être l'opportunité d'aboutir finalement dans ma démarche de création. Donc,
Avec, comme vous l'avez dit, de premiers contacts commerciaux qui sont encourageants. Oui, complètement, oui, et qui sont toujours, enfin, qui continuent aussi à arriver. Donc, c'est un cercle vertueux pour le moment. Et donc, je suis assez optimiste pour l'avenir. En tout cas, il le faut. Est-ce que j'ai, Alexandre, la réponse à ma question? Est-ce bien raisonnable de créer aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais vous nous en donnez quand même la preuve. Oui, je pense que c'était pas une mauvaise idée. Maintenant, voilà, il y a encore un petit peu de chemin. Donc, j'espère que c'était une bonne idée. Mais le fait de vous être réadapté comme vous l'avez fait dans un temps très court et d'arriver à une solution qui connaît déjà un succès, un pré-succès commercial, on peut dire que c'est encourageant pour vous et on verra s'il y a un côté raisonnable ou pas plus tard. Tout à fait. Ok, Alexandre, je vous redemanderai tout à l'heure un petit mot, un conseil ou une réaction par rapport aux autres témoignages. Je vous remercie en tous les cas. Jérôme Marguet, vous êtes en ligne? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Impeccable, Jérôme, bonjour. C'est parfait, excusez mon retard, j'étais Mais Jérôme, il n'y a aucun retard visible. dans un autre rendez-vous, je suis désolé. Non, il n'y a aucun retard visible pour nous. Le seul retard, c'est celui auquel vous pensez à l'instant, donc tout va très bien. Alors, Jérôme, je disais qu'en introduction, on avait des entreprises très différentes. Vous, on est dans l'industrie, aluminium, transformation, sous-traitance. Un mot, comment ça se passe avant cette crise? Est-ce que déjà des réactions par rapport à l'entreprise, par rapport à votre activité? Est-ce qu'il y avait déjà de premières réactions avant cette crise? Ou premier constat? Oui, Umea, c'est une entreprise de 50 salariés que j'ai reprise il y a 5 ans maintenant, qui est implantée en Vendée à Mortagne-sur-Sèvre et qui est spécialisée depuis 15 ans maintenant dans l'usinage de profilés aluminium. Donc on est sur une niche, on est donc dans le parachèvement d'une barre d'alu qui sort de chez un extrudeur ou du commerce. Et que l'on transforme à l'unité ou en série, suivant le besoin de différents clients, majoritairement dans ce qu'on appelle la menuiserie alu. Donc on va retrouver dans les profils de fenêtres, de portes, de vérandas ou de façades de bâtiments aussi. On en trouve beaucoup en brise-soleil aussi aujourd'hui. Donc tout ça, c'est de la barre usinée et assemblée. Et puis on va trouver aussi des applications de nos profils usinés, notamment dans le ferroviaire, sur l'agencement des wagons, dans le transport routier, l'agencement aussi d'autobus, de petits camions. On va trouver dans le mobilier urbain, dans le matériel médical. Voilà, donc différentes applications. Donc c'est vrai qu'on avait la chance de toucher beaucoup de secteurs d'activité différents qui ont fait que sur les dernières crises, notamment celle de 2008, on a des secteurs où on a beaucoup travaillé dans le solaire à un moment, on faisait des cadres de panneaux photovoltaïques. Le jour où ça s'est arrêté brutalement. On a fait beaucoup de barrières de piscine aussi, et puis il y a eu un changement dans l'assurance, donc à un moment, ils ne se vendaient plus du tout de barrières de piscine. Donc on a eu des grandes chutes d'activité par le passé, mais comme on était sur plusieurs secteurs d'activité différents, on arrivait toujours à rebondir. Moi, l'analyse que j'en fais en reprenant l'entreprise en 2016, c'est qu'on est sur des marges faibles. On a un travail qui est souvent méconnu en fait des acheteurs et on est dans le cadre de la sous-traitance unique. Donc ça veut dire qu'on est très dépendant des marchés de nos clients avec des délais parfois très courts, des marges réduites. Et pour nous, c'était difficile de dégager de la valeur ajoutée dans le cadre de notre objectif. Or, on a des objectifs d'utilisation de ces excédents par rapport à notre entité d'entreprise, mais également par rapport à l'objet social de notre entreprise. Donc, un premier constat, comme vous le dites, sur des marges qui vous paraissent peu suffisantes. Donc, on est quand même dans une réflexion assez profonde, en ayant connu, comme vous l'avez dit, des périodes délicates. Arrive notre confinement, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, j'ajouterais une deuxième difficulté dont je m'aperçois assez vite, c'est que dans notre métier, pour être compétitif, il faut continuer à investir, à s'équiper en centres d'usinage. Or, ces centres d'usinage sont de plus en plus autonomes et de plus en plus automatisés. On conçoit aujourd'hui des bras de robots qui viennent alimenter directement les centres d'usinage. Et finalement, un opérateur sur commande numérique, avant, il
il réglait sa machine, il faisait ça comme un artisan. Aujourd'hui, les opérateurs deviennent un peu des personnes qui mettent une barre dans un centre d'usinage et qui la retirent sans beaucoup d'intérêt au travail. Et de plus en plus, on a donc de l'automatisation. Et donc, moi, je voyais des gains en productivité, mais aussi des gains, malheureusement, en emploi, puisque on avait sur certaines machines, sur certaines opérations, là où on avait 3 opérateurs, on n'en a plus qu'un aujourd'hui parce que les systèmes se sont beaucoup automatisés. Et donc, il fallait pour nous créer aussi des activités, de nouvelles activités qui nous permettaient de ne pas diminuer l'emploi, puisque c'est un de nos objectifs. On y reviendra. Donc, de fait, vous étiez pleinement dans la réflexion au moment du confinement. Voilà. Et cette réflexion, c'était d'avoir nos propres produits, alors pas du jour au lendemain, pas tout transformer d'un coup de balai, mais progressivement d'introduire. On s'est dit finalement, très souvent, on voyait des clients qui nous serraient la vis sur des prestations, et quand on voyait le prix du produit final qu'ils vendaient, on se disait, mais on connaissait le prix de la matière, on connaissait le prix auquel on le vendait. On avait quand même le sentiment que c'était nos clients qui faisaient la marge et pas nous. Et on s'est dit, à un moment, pourquoi pas sortir nous-mêmes notre propre gamme de produits. On sait travailler l'aluminium, il a beaucoup d'applications. Et donc, on voudrait le faire. Sauf qu'on n'avait pas la structure commerciale dédiée, pas la structure d'études non plus, et surtout pas forcément l'idée de quel produit démarrer. Pourquoi faire tel produit, pourquoi démarrer par tel. Et la crise du Covid nous a apporté d'abord cette possibilité d'y aller. On s'est dit là maintenant, on est à l'arrêt. Nos clients, on ne savait pas s'ils allaient reprendre ou pas. C'est vrai qu'il faut se remettre dans l'esprit du mois d'avril. On ne sait quand même pas trop. Donc on se dit, à la limite, en plus, moi je suis le seul dans l'entreprise. On est fermé. Moi je viens tous les jours parce que je n'ai pas réussi à rester chez moi en laissant l'entreprise fermée. Donc je venais tous les jours dans mon bureau. Je répondais quand même un peu au téléphone, je faisais 2-3 choses. Et je regarde beaucoup Internet et je vois un moment passer sur Internet une innovation sur la possibilité de faire de la distribution de gel dans une colonne avec une pédale. Et je me dis, mais et je la vois, en fait, la colonne, je ne la trouve pas suffisamment bien finie. Je vois déjà à peu près le modèle qu'on pourrait faire avec l'aluminium qu'on sait travailler. Et donc, on se lance avec mon responsable sur l'hypothèse de la fabrication de notre colonne de distribution de gel en alu fabriquée de A à Z par nous. Donc là, quelque part, vous êtes un peu bousculé par cette crise dans vos réflexions. Comme vous le dites si bien au départ, il n'y a pas beaucoup d'éléments en votre faveur, ni l'idée, ni les financements, ni le savoir-faire commercial. Et par obligation, vous vous jetez dans la bagarre comme ça, avec un produit. Et aujourd'hui, alors ça marche, ce produit? Alors oui, ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce projet, il a été possible aussi avec l'aide de la PL2I et de la région, parce que quand on a vu le produit, on s'est dit, mais il faut vraiment, nous on a imaginé un produit, alors je vous la montre là, notre colonne de distribution de gel, voilà le petit flyer qu'on a. Donc on s'est dit, on veut travailler ça avec un designer et avec un bureau d'études, parce qu'on veut intégrer dedans les premières colonnes qu'on a vues, c'était ce que j'appelle des pouces flacons, c'est-à-dire qu'on mettait un flacon dedans et ça venait appuyer dessus. Ça emmerdait partout, il fallait changer les flacons tout le temps. Donc nous, on s'est dit, on veut quelque chose de durable, ça va rester dans les entreprises, dans les lieux publics. Donc on veut avoir un réservoir à l'intérieur pour éviter de le remplir à chaque fois. On veut lutter contre les déchets, donc on veut commercialiser aussi du gel en bidon de 5 litres pour voilà, et on veut une distribution qui soit. On voulait vraiment quelque chose de pro. On voulait pas copier les autres. Et pour ça, il a fallu qu'on travaille avec un bureau d'études. Et honnêtement, si on n'avait pas eu l'assurance, ça a coûté quand même pas loin de 10 000 euros. Et je ne sais pas si on n'avait pas eu cette assurance d'avoir un financement régional, si on aurait osé, au mois d'avril, au moment où on est arrêté, mettre sur nos fonds propres 10 000 euros en disant on va voir si on arrive à faire quelque chose, quoi. Donc c'est vrai que cet accompagnement financier, cette confiance d'emblée dans l'innovation nous a permis d'y arriver. Et le 1er juillet, on a sorti donc notre colonne. Elle est personnalisable en plus. On en a fait de différentes couleurs parce que c'est de l'aluminium laqué. Donc, on peut le laquer de toutes les couleurs. On a 10 couleurs différentes aujourd'hui chez nos clients. La première fois, on s'est dit, en fait, on avait fait un modèle pour dire si on en vend 50,
on sera content et on sera rentré dans nos frais. Voilà. Et on en a vendu à ce jour 1200. Bien. Donc, une approche très structurée grâce à l'écosystème qui vous permet de mettre en place un produit qui correspond, comme vous le dites, mieux à vos attentes, c'est-à-dire plus professionnel, une étape franchie par obligation, un appui sur l'écosystème. Le temps passe, je suis désolé, mais un point qui me paraît important quand même, dans la situation donc de votre entreprise, aujourd'hui, bon, on a un fonctionnement avec des nouveaux produits et certainement d'autres perspectives sur lesquelles vous pourrez revenir, mais une entreprise comme la vôtre adaptée, le personnel qui est à l'intérieur pendant ces périodes de confinement, est-ce qu'on n'ajoute pas encore une autre problématique à la pure problématique commerciale, production et autres? Alors, c'est vrai, bon, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait d'adapter, notre entreprise est particulière dans le sens où sur les 50 salariés, nous avons 38 personnes qui relèvent du handicap mental et physique. Donc, ça vous explique aussi pourquoi notre objectif, c'est de conserver de l'emploi et pas de conserver de l'emploi du 19e siècle à faire travailler les gens à la chaîne sans but, mais des vraies actions, des vrais métiers, valorisés avec des apprentissages. Et les personnes avec un handicap sont tout à fait capables d'occuper ces postes quand on s'occupe d'elles et quand on croit en elles. Et c'est vrai que ça a été une difficulté particulière pendant le Covid parce qu'on s'est rappelé que nous étions une entreprise adaptée par le travail et que notre terrain d'action, c'était le travail. Et souvent, le travail, pour des personnes avec un handicap, c'est souvent le lien social, c'est souvent leurs amis, c'est un but aussi dans la journée, c'est une valorisation. Et alors là, sans travail, les personnes se retrouvaient à nouveau dans les difficultés dans lesquelles elles étaient avant d'arriver chez nous. Et c'est pour ça qu'on s'est donné le mot dès mi-mars, dès la première semaine, on s'est réparti le personnel. On avait chacun une dizaine de personnes à appeler 2 fois par semaine pour faire le lien, voir. Mais psychologiquement, pour certaines, ça a été vraiment très dur. On a des personnes aussi qui sont dans le cadre du handicap psychique, donc les problématiques remontaient à la surface. Enfin, on s'est rendu compte que le télétravail, c'était pas pour nous. C'était pas pour. On a besoin de voir les gens et de savoir comment ils vont tous les jours pour adapter aussi notre métier. C'est le travail pour nous, le lien social dans le travail, c'est essentiel avec les personnes qui travaillent avec nous. Jérôme, en quelque sorte, vous avez été obligé d'innover face à une crise sur le plan de nouveaux produits pour assurer ce que vous souhaitiez d'ailleurs, un demain différent avec des marges différentes et puis être autonome dans la production de vos produits. Autre point sur le plan social, pour poursuivre votre démarche d'entreprise adaptée, il faut innover et puis se dire est-ce que je ne suis pas au travers de cette crise en train de laisser s'effondrer mes valeurs, quoi. Donc il faut recréer du lien et on a encore une autre innovation, un autre travail effectué. Aujourd'hui, les perspectives, puisqu'il va falloir qu'on arrête, les perspectives pour demain, globalement, vous y voyez un petit peu plus clair, vous allez continuer ces démarches? Alors oui, on va continuer. Ça va sans doute être un virage important de l'entreprise, d'occuper mon slogan pour 2021, c'est passer du statut de sous-traitant au statut de fabricant. Voilà, donc on a bien compris. Un beau projet. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'avec ce premier produit, on a rencontré une grande banque régionale qui nous en a commandé près de 200 pour équiper toutes ces agences. Et dans le même temps, ils ont dit on aimerait bien des poteaux aussi avec des sangles là, pour faire des cheminements dans nos agences. Et ils nous ont dit, à la limite, si vous savez en faire, qui ont à peu près le même aspect, le même design, la même couleur. Donc, on s'est lancé dans la fabrication de notre deuxième produit, qui est le poteau à sangles rétractable. Voilà. Alors là, on a une partie étude maintenant chez nous. On est déjà sur un troisième produit. On se rend compte que le produit amène le produit, quoi. Et la commercialisation nous apporte de nouveaux besoins. Et on se dit, oui, mais on aurait dû faire ça plus tôt. On se rend compte que le plus dur, finalement, c'est le premier. Parce que j'ai vraiment le sentiment que le premier, on met le pied dans quelque chose et on a l'impression qu'ensuite, on va dérouler. Donc, on espère qu'on va avoir plein d'idées comme ça ou de besoins à répondre pour fabriquer avec nos personnes en situation de handicap. D'autant quand on vend aux entreprises, elles en récupèrent une partie sur leur obligation d'emploi de la GFIP. Donc, tout le monde est gagnant et on espère qu'on arrivera demain. Mon objectif, c'est au moins d'avoir 50% en sous-traitance et 50% en tant que fabricant. Et on sera une entreprise
fiers de ce changement. Voilà. Très bien, mais vu l'enthousiasme que vous avez, Jérôme, on ne doute pas de la réussite demain et être arrivé à provoquer cette réussite dans les circonstances que vous avez vécues. Je ne vois pas ce qui pourrait se passer d'autre et qui pourrait vous arrêter. Merci pour votre témoignage. Je vous demanderai aussi tout à l'heure, en fin de témoignage, de dire un petit mot, un conseil, ce que vous avez envie de dire ou rajouter quelque chose. Merci en tous les cas. Anthony, vous êtes en ligne ? Je suis là. Bonjour. Très bien, bonjour Anthony. Par rapport aux deux autres témoignages, j'ai envie de dire, vous, l'innovation, de par votre activité, quand je vois réalité virtuelle, vous êtes tout le temps dans l'innovation, non? C'est pas un truc nouveau, ça vous surprend pas? Oui. Depuis la création de l'entreprise, on est dans l'innovation en permanence, dans l'évolution de nos offres et produits, ouais, complètement. Et alors sur l'entrepreneuriat, vous y avez pris goût, vous, hein. À un moment donné, rien ne vous prédestinait pas forcément, et puis tout d'un coup, on y prend goût et on se dit pourquoi pas. Oui, parce qu'avant de créer la société Inode, j'étais dans une entreprise purement traditionnelle. J'ai été chargé d'affaires dans le bâtiment, une entreprise d'électricité, plomberie, chauffage, une PME mayonnaise de 20 personnes, vraiment une entreprise toute simple. Une société que je devais reprendre au gérant. Et dans ce parcours-là, en fait, j'ai suivi une formation école des managers avec la CCI. Ah, excusez-moi si la voix est un peu coupée, j'ai une demi-extinction de voix. Mais tout se passe bien. Ouais, on vous entend très bien, Anthony. Mais peut-être d'ici 10 minutes, ça va aller en diminuant. Bon, on verra. On va voir. Du coup, ouais, j'ai fait une formation CCI, école des managers. Et puis, en fait, la reprise ne s'est pas faite pour diverses raisons. Et moi, quand j'étais dans le bâtiment, je voyais souvent en fait les clients qui faisaient construire leur bâtiment, qui disaient au fur et à mesure que le bâtiment se construise, qui se disaient je pensais pas que ça allait être comme ça, et du coup un peu surpris de ce qui se monte, parce que les seuls éléments qu'ils avaient eu avant, c'était des plans 2D ou quelques imageries 3D, une chose toute simple. Et à l'époque, bon, la réalité virtuelle, alors je parle de ça, c'était en 2014-2015. Donc la réalité virtuelle était encore très, très, très peu répandue. Et moi, je m'étais dit, bon, il y a une vraie peine dans le domaine du bâtiment là-dessus, et de la construction. Et comme j'avais fait l'école des managers, j'ai été justement mis dans le bain de l'entrepreneuriat un peu, de construire de nouveaux modèles économiques, de chercher à développer de nouvelles solutions, d'innover dans tous les process, hein. Et ben, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de la réalité virtuelle pour le bâtiment. Et c'est en parlant, en discutant autour de mon réseau, que j'ai pu rencontrer mon associé qui avait, lui, plus d'expérience à la partie réalité virtuelle. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc, historiquement, donc on s'est créé en 2016, en mars 2016. Historiquement, on a démarré en tant qu'entreprise de réalité virtuelle pour le bâtiment et l'immobilier. Et c'est à partir de là qu'on a enchaîné les innovations. Et là, ça se passe bien, globalement? On se développe? Oui. Depuis la création, on s'est quand même pas mal développé. Donc, on avait commencé par diversifier un peu notre offre de services et de produits. Aujourd'hui, on se situe plus en créateur de solutions immersives pour les professionnels, mais d'une manière très large, parce que notre activité, on a une partie studio de production de contenu 3D et de création d'applications immersives sur mesure par rapport aux besoins. Donc ça, c'est la partie notre studio. Donc, on fait toujours des présentations de programmes immobiliers, mais on fait aussi des choses très variées comme des showrooms virtuels interactifs pour présenter ces produits en réalité virtuelle ou en ligne. Mais aussi, là, dernièrement, on a fait l'animation d'un dragon en 3D pour Maxime Sorel, qui est skipper au Vendée Globe. Donc, on fait vraiment des choses très, très larges en termes de création de contenu sur mesure. Et à côté de ça, on a développé un logiciel qui s'appelle aujourd'hui ScaleView. On a gagné le Laval Virtual Award en 2018, si je ne me trompe pas, oui. En 2018, non, 2019.
je me trompe peut-être d'année. Et c'est un logiciel où en fait n'importe quel professionnel qui conçoit en 3D dans la vie de tous les jours, ça peut être un constructeur de maisons individuelles, ça peut être un industriel qui est fabricant de machines spéciales, qui veut pouvoir présenter ses projets en réalité virtuelle. Bah là, en fait, on lui fournit le logiciel et il devient complètement autonome pour présenter l'ensemble de ses projets en réalité virtuelle. On comprend. Ouais, je vous écoute. Je disais, on comprend très bien que l'innovation est au cœur de votre activité en permanence, Désolé, je vous ai coupé, donc vous reprendrez si vous avez besoin. Mais qu'on en arrive un petit peu aux périodes d'une tourmente qui est celle du confinement. Oui, donc dans notre activité, on avait depuis toujours, on a toujours créé en fait des applis que nos clients utilisaient sur des salons physiques. Donc vraiment les salons réels. Donc, dès le mois de février, hein, je ne parle pas du confinement, dès le mois de février, quand les premiers salons ont commencé à s'annuler, on a vu notre carnet de commandes s'effondrer littéralement, puisque arrivé en mars, on n'avait plus rien dans le carnet de commandes. Et on a fait mars, avril, mai, on était à moins 90% du chiffre d'affaires habituel. Donc, c'était très, très, très brutal, l'arrêt. Même si on est dans le digital, hein, on se dit, bah non, dans le digital, il n'y a pas de problème. Mais le fait est que toutes les opportunités qu'on avait à ce moment-là étaient basées sur ce type de prestations. Donc, créer des applis qui seraient utilisées sur des salons physiques, ça a complètement tout arrêté, quoi. Mais on a rebondi. Ah, de quelle manière alors? Dites-moi. Alors en fait, bon, je pense que parmi tous ceux qui sont présents, vous avez dû voir le premier salon virtuel qui a pu exister, donc qui est le Laval Virtual World, organisé fin avril, et donc sur lequel on s'est greffé, parce qu'habituellement on participe au Laval Virtual édition physique, et comme je fais partie de la French Tech Laval, on avait prévu d'avoir un stand territorial avec le conseil départemental, le département de la Mayenne, d'avoir un stand, un grand stand qui représente le territoire sur le Laval virtuel, avec une partie où toutes les sociétés mayennaises qui sont sur la réalité virtuelle au même endroit dans le salon Laval virtuel. L'édition a été annulée. Et donc ça, c'est un projet qui est tombé à l'eau, mais qui a refait surface, je dirais, allez, 4 jours avant l'événement Laval Virtual World, parce qu'on avait vu qu'il y allait avoir un événement virtuel qui allait s'organiser, et on n'avait pas eu l'occasion d'avoir accès à la plateforme du Laval Virtual World, et on ne voyait pas trop où est-ce que ça allait mener. Et ouais, le vendredi avant l'édition du Laval Virtual World, on a eu accès à l'édition du Laval Virtual World en avant-première. Et on s'est dit, bah, top, c'est un espace qu'il faut qu'on puisse s'approprier. Donc là, je parle au nom de la société Inode, mais aussi au nom de la French Tech et de la French Lab. Du coup, on s'est dit, bah, il faut absolument qu'on soit présent. Donc, le département avait en plus pris un espace dans le Laval Virtual World. Donc, nous, on s'est greffé à eux en proposant un programme d'animation, de présentation de nos activités. Donc, ça a été lancé. Mais on s'est rapidement aperçu qu'on avait une peine, c'est que dans le Laval Virtual World, à ce moment-là, on n'avait pas la possibilité de personnaliser un espace pour y présenter en fait nos solutions. Habituellement, quand on est au Laval Virtual, on a un stand physique avec nos logos, nos plaquettes, etc., nos visuels, nos vidéos qui tournent et tout ça. Et là, on s'est aperçu que dans le Laval Virtual World, il n'y avait pas cette possibilité-là. On avait juste un espace où on pouvait rencontrer des gens. Donc, ce qui était déjà très, 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 c'était superbe. Et il y avait un manque. Ça nous a permis de faire du business, hein, le Laval Virtual World. Et on s'est dit, moi, il y a un problème. Et là, en 2 jours, on s'est dit, bah, tiens, on teste un truc. On va créer un salon dans le salon. C'est-à-dire qu'il y avait le Laval Virtual World, il y avait les différents espaces, et un endroit sur un des murs virtuels du salon, vous pouvez cliquer. Et là, nous, derrière, on avait créé une sorte de salon, showroom et expo, mais directement en ligne, donc qui n'était pas porté par la solution
Laval Virtual World, mais directement un environnement 3D interactif accessible en ligne où on était représenté. Nous, on avait notre stand Inode et on avait demandé à 7 ou 8 entreprises de la Mayenne, donc de la French Tech et de la French Lab, d'y être présents. Donc, on était 7 ou 8 entreprises à être présents dans ce petit espace-là et qui avait bien marché. On avait eu du trafic et du contact. Si je comprends bien, Anthony, c'est par rapport à un manque que vous constatez, vous mettez en place une innovation de plus qui vous permet déjà de la tester rapidement, de voir que ça marche. Et qu'est-ce qui se passe après? Elle était à vous, pour vous, et elle trouve un marché après? Elle était alors c'est nous qui l'avons mis en place, oui, elle était pour nous et aussi les entreprises de la communauté. Et en fait, comme il y a eu du trafic dessus, il y a eu du monde à passer, on a eu des contacts entrants et on a eu les premières personnes qui se sont dit, mais attendez, la solution, c'est top, c'est très immersif, ça propose un parcours, une expérience visiteur qui est intéressante. Et en plus, c'est accessible directement en ligne. Il n'y a pas besoin d'installer d'applications, etc. Donc, on peut toucher une audience de visitorat qui est extrêmement large et pas de problématique. Et à partir de là, avec ce contact-là, qui est la société, notamment la société LAFI, qui est un distributeur de matériel informatique pour les grands comptes, matériel et solutions informatiques pour les grands comptes, qui m'a dit, ouais, je veux faire un événement au mois de juin, fin juin, avec 30 à 40 exposants. Comment on peut faire pour mener à bien cette chose? Donc, fort de notre première expérience à l'occasion du Laval Virtual World, on s'est dit, bon, allez, on va prendre ce qui fonctionne et puis on va essayer d'améliorer un peu tout ça. Et donc, on a rajouté des fonctionnalités qui permettaient de pouvoir faire de la visio. Et là, on s'est appuyé sur des solutions qui existent, Teams, par exemple. On a intégré toute une série de fonctionnalités. Et en 3 semaines, on a sorti notre premier salon à l'occasion, à la demande de la FI. 30 exposants, dont des exposants de grand renom, parce que du coup, il y avait Microsoft, Samsung, Canon, Browser, des grosses sociétés qui étaient présentes sur cet événement privé-là, qui a eu lieu sur une journée. Et on a eu 500 participants à participer la journée, quoi. Anthony, par rapport à ce que vous dites, donc un nouveau produit, une nouvelle prestation. Il faut que j'accélère parce que le temps passe, désolé. Mais tout à fait. Globalement, aujourd'hui, vous nous avez fait peur en disant la société au mois de mars-avril, on n'était pas bien du tout. Aujourd'hui, on en est où? Comment ça se passe? Pour vous donner une idée, en 6 mois, on a fait l'équivalent entre juin et décembre, on a fait l'équivalent du chiffre d'affaires 2019. Donc, on a un rebond extrêmement puissant. On a recruté 3 nouvelles personnes dans la société, une infographiste, 2 alternants en développement et en communication. Et on continue à développer cette offre de salon virtuel qu'on a réitéré pour 5 dates là d'ici la fin, qui ont lieu en octobre-novembre. Et j'ai d'autres projets qui sont en cours pour ces salons-là. Et on a même des réseaux et des entreprises, une entreprise qui s'approprie un peu la solution pour en faire un peu son showroom virtuel en ligne, pour accueillir ses clients et y présenter des choses, quoi. Très rapidement, bien compris, très rapidement, les acteurs autour, l'écosystème, le travail que vous faites avec les autres, désolé de vous le demander rapidement, ça marche cet écosystème qui est autour de vous, vous le sollicitez, il vous aide, ça demande des efforts? On a toujours été assez proche des réseaux. Beaucoup des personnes qui sont présentes sauront le dire. Au début, ça fait peur. Comme je disais, moi j'étais dans une entreprise traditionnelle. J'avais aucune connaissance de tous les réseaux qui existent. Voici la CCI, la Fédération française du bâtiment. C'était les deux entités qu'on connaissait. Mais après, voilà, Solutions & Co, RDI, la BPI, tous les réseaux qui existent. Quand on est un peu à l'extérieur de tout ça, on se dit, mais qui fait quoi? On ne sait pas par où entrer et tout. Peu importe, entrer par n'importe quelle porte et puis
Et ça Et marche. puis après, allez faire vos Ouais. bouts de chemin et puis vous rencontrerez le réseau que vous aurez l'occasion de rencontrer. Ouais. Et puis le réseau, généralement, leur donnera tout le temps. Ouais. Et puis, comme vous dites, faites votre chemin, c'est-à-dire, c'est à nous aussi, au travers des réseaux qui existent, il y a un moment, comme vous dites, où on cherche un peu, mais c'est à nous de lui donner toute sa valeur aussi, par moment, quand même, pas tout attendre. C'est ça, c'est ça. Donc, Anthony, désolé, il faut qu'on arrête. Je vous demanderai, comme un deux autres entrepreneurs, un petit message à la fin, soit un conseil, soit une observation par rapport à ce que vous avez entendu. Dans tous les cas, je vous remercie. Et c'est vrai que Avec plaisir. la description d'une entreprise qui, au mois de mai-juin, s'envoie au point de dire j'ai perdu 90% et qui, en fin d'année, nous dit je fais bien mieux que l'an dernier, bon, c'est toujours agréable à entendre. Merci, Anthony. Thierry, vous êtes en ligne? Oui, bien sûr. Alors moi, vous vous rendez compte les témoignages qu'on a pu avoir entre un premier projet qui nous le revoit parce que il y a des contraintes autour et puis qui à la fin dit dans le fond il est pas plus mal que ça mon projet avec les containers. Un deuxième porteur, un deuxième entrepreneur qui nous dit moi j'avais vraiment des intentions de faire quelque chose, de me poser des questions mais je savais pas bien par où commencer et puis quand, et puis qui tout d'un coup nous fait voir quelque chose et puis une démarche qui semble partie dans l'innovation et puis on se dit on va plus l'arrêter. Et puis le dernier, il est dans l'innovation depuis toujours, mais quand même, quand on voit d'où il vient au moment de la crise et ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, mais vous n'êtes pas surpris par rapport à tout ça, Thierry? Non, moi je suis pas surpris. Je suis aussi dirigeant, donc je me retrouve dans les témoignages et j'en remercie d'ailleurs la qualité et puis surtout d'avoir pu exposer dans cette expérience assez inédite toute l'énergie que vous avez pu mettre à disposition de vos entreprises, mais aussi de vos équipes. Alors moi, j'ai retenu un certain nombre de choses, évidemment, qui sont plutôt incroyables. Alors, avec Alexandre, moi, j'ai compris que c'était l'innovation dans l'innovation. C'est-à-dire qu'on était déjà en plein dedans. Il y a un contexte qui arrive, un petit peu violent. Il faut repenser de manière très dynamique le sujet, le projet. Et on se retrouve avec le réseau et avec les bons contacts à prendre une accélération assez puissante. À pouvoir bénéficier assez rapidement aussi de soutien, je pense au soutien aussi financier, donc il y a le soutien du réseau, l'expertise, il y a aussi les soutiens financiers et qui permettent en quelques semaines de changer d'échelle. Ouais. Ça, félicitations. Bravo. Et pour un créateur, un porteur de projet, c'est-à-dire quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat, qu'on assiste à ça, moi, je trouve ça assez fabuleux. Il réagit complètement comme un poisson dans son environnement. Et surtout ne pas baisser les bras, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité, mais plutôt de la réactivité, de l'action, le passage à l'action, et de ne pas pouvoir supporter qu'on puisse rester à ne rien faire. D'ailleurs, on l'a entendu plusieurs fois, c'est cette capacité à prendre un peu de recul et à faire travailler un peu son intellect, et à se dire comment je vais pouvoir me sortir de cette situation-là très rapidement, parce que là, on n'est pas sur des projets qui durent 2 ans ou 3 ans, on est dans une autre dimension. Voilà, on ne peut pas écrire un plan qui va se glisser. Non, c'est vrai que les réactivités et la capacité et la volonté à pas vouloir camper dans la difficulté, il va faire qu'en quelques jours ou quelques semaines, on va pouvoir tirer profit de ce qui se présente à nous. Donc ça, alors j'ai noté ça chez Alexandre, j'ai noté des éléments qui sont très importants aussi. Alors Jérôme, je ne connaissais pas sa structure, il m'en excuse, c'est certainement une belle structure. Mais je notais surtout le maintien à l'emploi, parce que quand on a 50 personnes, c'est une véritable responsabilité. Et puis, on l'a compris, c'est dans un contexte assez particulier, parce que c'est aussi du lien social. Donc, des fois, ça dépasse aussi l'aspect uniquement entrepreneurial. Et dans cette situation-là, le poids des responsabilités peut devenir lourd et compliqué à gérer. Déjà, dans une situation normale, c'est compliqué, mais avec cet engagement social supplémentaire, je devine que la période n'a pas dû être simple. Et forcément, il a fallu trouver une solution rapide pour devenir autonome, ne plus avoir cette dépendance à des clients qui ne passent pas commande, qui ne passent plus commande, et qui nous offrent aucune visibilité. Parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire à partir de quand mon carnet de commandes va se remplir. Et donc là, il fallait oser. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a exprimé à Jérôme, j'ai osé parce que le réseau était à mes côtés. Il y avait la région, il y avait le Verdi. Rapidement, il y a eu la PL2I. Peut-être que sans ça, je ne l'aurais pas fait. Aujourd'hui, je n'aurais pas connu l'accélération. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette accélération-là a permis
déjà de sortir un nouveau produit avec des commandes. Et derrière, ce qu'on voit bien, c'est que l'innovation appelle l'innovation. Donc, ils sont entrés dans une démarche extrêmement vertueuse. Et je pense que les 50-50 vont être complètement atteignables. Il va même prendre du plaisir demain à avoir son propre catalogue de produits, voilà, et la fierté de ses équipes. C'est marquant, comme vous le dites Thierry, c'est marquant. L'autre point, je trouve, c'est que on ressent dans sa démarche une volonté avec vous tous, avec l'appui du réseau, de professionnaliser sa démarche et les produits tels qu'il a dit. Hein, quand on entend Jérôme parler du nouveau produit, le degré d'exigence qu'il met et comment il arrive à l'accomplir avec vous tous, j'ai trouvé ça marquant aussi. Ah bah, tout à fait. On sent que ce sont des porteurs de projets, des dirigeants qui sont extrêmement impliqués et imprégnés. Hein. Et je voudrais venir aussi sur Anthony. Je voudrais qu'on prenne aussi quelques secondes sur Anthony parce que il a eu raison de le préciser. On pense à tort que le sujet du digital n'a pas été touché. Alors évidemment, il y a des entreprises qui explosent complètement dans l'environnement du numérique, ou de l'informatique. Mais ce n'est pas systématique. Et donc, quand on entend que dès les mois de février, il y a des chutes importantes de commandes, dans le digital, on a du mal à le croire. Et alors là, c'est super parce qu'on a 3 témoignages qui sont complètement complémentaires, d'où la richesse aujourd'hui des interventions. Mais alors du coup, même dans ce monde virtuel, comment on fait pour créer de la valeur? Et là, on voit bien qu'il y a des collections qui se sont créées alors, avec la French Lab et avec la région, et se dire, voilà, on a besoin de virtualiser ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire la convivialité qu'on en parlait au début de cet événement-là, qui nous manque aussi. On aurait pu le faire d'ailleurs dans le Laval Virtual World, cet événement aujourd'hui. On le fera peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, c'est cette expression de besoin qui a déclenché une production, ce que vous avez développé en quelques jours, des solutions complètement innovantes. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que ça génère des commandes, ça a permis de rattraper le retard du premier semestre. Vous entamez l'année 2020 plutôt sereinement, vous avez des entreprises qui s'approprient la solution. J'ai pensé aussi pour moi tout à l'heure, quand je l'entendais. Donc, je veux dire, voilà, ça donne des effets dynamisants, c'est extraordinaire. Et puis surtout, moi, je vous remercie aussi, c'est d'avoir mis en lumière que d'avoir accédé à ce réseau. Alors, le réseau, il est là, il est omniprésent, il est considérable, mais il faut y trouver la porte. Et là, ce que j'entends, c'est lorsque vous avez croisé un membre du RDI, la porte s'est ouverte. Et vous avez découvert qu'en fait, il y avait ce réseau était maillé et surtout structuré. Et au début, vous connaissiez que la CCI ou peut-être 2-3 autres structures. Et là, vous avez découvert peut-être 20, 30 structures. Il y en a encore d'autres, je vous rassure, qui peuvent vous accompagner sur l'année 2021. Donc, félicitations et merci pour la qualité de vos témoignages. Est-ce que vous pensez, Thierry, que certaines, au travers des témoignages qu'on a pu avoir, dans les autres messages pour les entreprises, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, le réseau autour, se réadapter, tout ce que l'on a vu. Est-ce que vous pensez que certaines personnes se créent ou se mettent des freins un petit peu par rapport à des démarches innovantes Alors, de base, il y a toujours le frein vis-à-vis de l'innovation. Quand on pense innovation, souvent on pense investissement. Et là, on le voit bien, il n'y a plus de sous qui rentrent. Le carnet de commandes se vide. Très compliqué, c'est pas le moment d'innover, ça va me coûter de l'argent que je n'ai plus, que je n'ai pas. D'ailleurs, le seul vocabulaire qui revenait sur le premier semestre, c'était la trésorerie. Trésorerie, le plan d'aide de l'État, etc. Donc, il fallait oser aller à contre-courant de ce qu'on peut s'infliger personnellement en se disant j'ai de la trésorerie, il faut qu'elle me dure le plus longtemps possible. Et comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, même 10 000 euros, ce qui peut être, ça peut devenir rapidement dans ce contexte-là une somme importante. Dans un contexte normal, 10 000 euros dans l'innovation, c'est accessible. Mais dans un contexte où tout va mal, où les rentrées d'argent ne se réalisent plus, 10 000 euros, ça devient insurmontable. Et c'est dans ce moment-là, justement, qu'il faut s'affranchir et se raccrocher aux aides qu'on a autour de soi et de se dire, allez, les 10 000 euros, on y va, on fait ce qu'il vaut et je mobilise derrière quelques ressources et on fait le pari. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que quand on ose, il ne faut pas le faire seul. Et sur ce territoire à Pays-de-la-Loire, on n'est pas seul. C'est important, effectivement. Thierry, je vous laisse quelques minutes si vous vouliez faire une conclusion dans quelques minutes, reprendre certains points. On peut
peut-être aussi demander à nos entrepreneurs un mot de conclusion ou un conseil à donner aux autres entrepreneurs ou une réaction, si vous voulez bien. Et puis après, je reviendrai vers vous pour la conclusion. Ça vous va, Thierry? Oui, tout à fait, bien sûr. Allez, on est parti. Alexandre, je vous reprends en ligne quelques minutes. Oui, pas de souci. Pour vous qui vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale, c'est plutôt agréable d'avoir entendu de tels témoignages d'entreprises qui sont aussi face à des réactions, mais dans la vie plus ancienne de leur entreprise. Un commentaire ou des conseils que vous souhaiteriez donner? Non, mais effectivement, des témoignages qui sont aussi hyper importants pour finalement se dire que même dans des étapes suivantes, voilà, il est toujours bon de pouvoir rebondir. Et j'ai bien aimé les deux témoignages, mais c'est vrai que ce que disait Anthony tout à l'heure était assez intéressant. C'est vrai qu'il faut savoir s'entourer, savoir oser ouvrir les portes, savoir discuter avec les gens, intégrer des réseaux pour derrière finalement donner de son temps, mais aussi recevoir finalement de l'aide. Et c'est ce qui permet aussi d'avancer. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin, il faut savoir s'ouvrir. Et c'est pas toujours évident, surtout dans des moments un peu difficiles, mais il faut savoir le faire. Et je pense que c'est vraiment hyper important et hyper intéressant à plus long terme. Super. Merci Alexandre, cette démarche d'innovation que vous avez plus que adaptée, découverte et puis utilisée avec les témoignages. Vous n'allez plus jamais vous en passer. Elle fait partie de la vie de votre entreprise. C'est ce que l'on peut retenir, je pense. Merci en tout cas. Merci Alexandre. Jérôme, un dernier petit point par rapport à ce que vous avez entendu? Oui, peut-être tout d'abord remercier l'équipe de Solutions Enco et Emmanuel Daned pour l'aide et l'accompagnement et l'écoute qu'ils nous proposent, tant sur le conseil que sur l'appui financier, mais aussi sur l'orientation vers d'autres formes d'accompagnement. Je pense notamment à toute la partie du dépôt des brevets, la partie de la partie législative, du droit sur ces questions d'innovation. Donc c'est toujours ça, c'est vraiment très intéressant. Et nous, les PME qui n'avons pas ces services-là, c'est vraiment très important de pouvoir s'appuyer sur elles. J'entendais ce matin, pour conclure, un écrivain qui parlait de la crise et qui disait que la crise, c'est toujours un moment douloureux à vivre, mais c'est forcément toujours c'est synonyme d'un état de transformation. Il y a la crise d'adolescence, il y a la crise une crise de la quarantaine, il y a d'autres crises, mais c'est toujours dur à vivre parce que c'est toujours un monde, c'est toujours le passé qui s'en va et le présent qui arrive, mais c'est malheureusement nécessaire. Je crois que de l'évolution, on a besoin de ces crises, et moi le conseil que je donnerais, c'est de voir les crises qu'on rencontre quand on est chef d'entreprise, et Dieu sait s'il y en a, parce que c'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille, d'essayer de les voir comme des phases de transformation nécessaires à notre vie d'entrepreneur et à la vie de nos entreprises et de nos salariés. Et puis de croire en soi, d'avoir confiance, d'être optimiste et de se lancer. Et après, on n'échoue jamais, on apprend pour le coup d'après. Donc voilà, optimisme, et puis dire que la crise a du bon quand même, malgré tout, même si pour certains elle peut être dure à comprendre et dure à subir, ça je l'entends bien, mais te dire qu'on en a besoin aussi pour se transformer. Anthony, merci pour ces messages, mais comme vous l'avez vu, Thierry est optimiste pour votre entreprise demain et le 50-50 que vous cherchez à atteindre. Et en tous les cas, moi, je me demande s'il n'a pas envie de vous dire bienvenue dans le monde de l'innovation avec nous et avec ce que ça va permettre à votre entreprise demain. Merci Anthony. Jérôme? Alors, je viens de parler, c'était Jérôme qui a parlé. Pardon, excusez-moi. Voilà. Anthony maintenant. En 2 mots, je dirais que il faut avoir de la résilience et être curieux. La résilience, surtout par rapport à l'innovation, parce que à la fin d'une histoire, d'une innovation, quand elle se termine bien, c'est toujours, on entend toujours les belles histoires. Et à la fin, quand on regarde en arrière, d'extérieur, on voit que le côté positif de l'histoire. Mais il y a toujours des moments où c'est plus difficile, où on se pose des questions. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas? Donc et pour ça, il faut vraiment de la résilience pour que n'importe qui puisse atteindre son objectif. Et puis curiosité, parce que voilà,
le réseau, savoir trouver les opportunités qui vont faire qu'on va se développer, c'est en étant curieux, tout simplement. Très bien. Merci Anthony. En tous les cas, c'est vrai que c'était intéressant de voir que vous qui aviez cette culture de l'innovation, ben, ça vous a largement, entre guillemets, rendu service. Et c'est vraiment au-delà de tout aussi un état d'esprit, comme on a dit, les réseaux, l'accompagnement, savoir se retourner, réagir vite. On va voir ce que Thierry veut nous dire en mots de conclusion. Merci Anthony en tous les cas. De rien. Pour la conclusion, alors j'ai eu Stéphanie Wall hier qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Donc Stéphanie, pour ceux qui connaissent moins, elle est en charge de l'innovation au Conseil régional et soutient évidemment fortement le réseau et notre activité, nos projets. Hein. Ils fondamentalement investi auprès de nous au RDI. D'ailleurs, elle m'a cité une phrase que j'ai notée et qui ne vient pas forcément d'elle, mais de Bruno Retailleau, qui était à l'époque avec nous, et qui disait « Un chef d'entreprise seul est un chef d'entreprise en danger ». Voilà, je pense que ça illustre bien les propos qu'on vient d'échanger ensemble. Alors, pour ma part, ce que je constate, c'est que les entreprises, de ce que je constate, c'est que les entreprises qui ne s'adapteront pas ou qui ne sauront pas rapidement le faire, potentiellement s'exposent à un certain nombre de risques aujourd'hui, et l'accélération dans les usages risque de leur faire prendre un retard par rapport à peut-être à certaines attentes de leurs clients dans le cadre de l'innovation. C'est vraiment la modification et l'accélération aussi des usages chez nos clients à laquelle il faut savoir se préparer. Effectivement, comme vient de le dire Jérôme, en temps de crise, les places se font plus rares sur les marchés et la différence n'est pas forcément que par le prix. Le prix ne suffit pas ou ne suffit plus. Voilà, il y a un réalignement un petit peu des modèles économiques et on a une clientèle qui vient plutôt chercher le renouveau ou l'innovation. Voilà, donc comment je vais pouvoir consommer, utiliser différemment. Pour ça, il faut apporter évidemment quelque chose de plus et cela va permettre d'éviter de tomber de manière plus importante dans des crises, puisque là, je pense, on n'est pas à la fin, mais plutôt au début. Donc, d'avoir immédiatement su réagir et rebondir peut permettre demain d'éviter le pire. Et on aura certainement en 2021 encore autour de nous des entreprises, des structures qui seront en souffrance et en difficulté, qu'il faudra certainement essayer de capter. Aujourd'hui, on essaye de faire avec le RDI, c'est de laisser personne sur la bande de touche. Hein. Et je vous invite à tous, aujourd'hui, puisqu'on était presque une centaine tout à l'heure, à essayer de capter, d'être vigilants à ce qui se passe autour de vous et essayer de ramener un maximum de gens dans l'envergure, dans la dynamique de l'innovation. Vous l'avez compris, le RDI Pays de la Loire, aujourd'hui, capitalise plus de 25 ans d'expérience, de méthodes et d'approches structurées. On le ressent au travers un réseau de qualité. Je remercie les témoignages du jour qui illustrent ce réseau de qualité. Et c'est un réseau de qualité et ce que j'appelle aussi un réseau formé, puisqu'on le sait aussi, le RDI vous propose des formations et des formations aussi dans le contexte que l'on vit aujourd'hui. Chacun d'entre vous représente l'accès à ce réseau. Chaque membre du RDI permet de faire découvrir l'ensemble du maillage que représentent toutes nos structures en Pays de la Loire. Et une fois qu'effectivement on a pénétré ce réseau, on se rend compte que l'information véhicule de manière fluide et que les choses vont plutôt vite, ce qui est généralement au bénéfice du porteur de projet ou du chef d'entreprise. Et les propos d'aujourd'hui illustrent également tout à fait ce que je viens d'évoquer, hein, donc la puissance de ce réseau. Votre engagement et vos missions sont aujourd'hui extrêmement importants. Ça crée même totalement la différence sur notre territoire vis-à-vis de d'autres. Je le constate aussi sur d'autres territoires où il n'y a pas forcément, ils n'ont pas la chance d'avoir aujourd'hui la qualité du réseau qu'on peut avoir avec le RDI. Le réseau RDI, c'est des femmes et des hommes parfois qui se connaissent depuis 10 ans ou 20 ans, qui ont l'habitude de travailler ensemble, d'entourer les porteurs de projets pour pouvoir consolider rapidement et structurer rapidement des opportunités.
Et aujourd'hui, en quelques semaines et en quelques mois, on s'en aperçoit, ça crée la différence. 2020, ce n'est pas une année. Hein. La crise, ce n'est pas une année. La crise, elle a commencé qu'au mois de mars. On le voit bien, souvent je le rappelle. C'est-à-dire qu'entre mars et aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Et en fait, le cheminement, alors c'est super, Anthony l'a reprécisé tout à l'heure, on voit bien les success stories, etc. Mais en fait, entre mars et décembre, on voit bien toutes les étapes et toutes les phases qu'on a pu traverser. C'est essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un an, on n'a eu que 9 mois pour pouvoir agir et rebondir. Et ça, déjà, c'est un exploit, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et quand j'entends ce qui se passe aujourd'hui, même si je n'avais pas de doute, Michel, pour répondre à la question sur la capacité, moi, je reste quand même stupéfait. Moi, je trouve que quand même ce qui se passe ici, c'est assez incroyable. Et le mérite, il vient à nos moments. Je ne connais pas tous d'ailleurs, j'en connais une très grande partie, mais quand ce que je sais, c'est qu'ils savent travailler entre eux et que rapidement, le chef d'entreprise se retrouve entouré d'une équipe projet. Donc moi, j'aurais tendance à dire, restez motivés, restez dans une posture positive et soyez confiants. La période que nous vivons est favorable à l'innovation. D'où les chiffres de Claire tout à l'heure qui vont montrer une activité plutôt record en 2020. Voilà. Donc merci à tous, soyez extrêmement motivés, vigilants les uns envers les autres, n'oubliez personne. Et puis, moi j'ai confiance pleinement dans notre territoire. Là, en plus, volontairement, vous venez de tous les horizons, de tous les secteurs d'activité. On a des discours très complémentaires. Donc, digital ou pas, tout le monde s'en sortira. C'est une question de, voilà, c'est une question de volonté. Merci.